Il est 8h47 sur Sud Radio. Éric Nolot et Guillaume Bigot toujours avec nous, avec ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, et puis évidemment toutes les conséquences dans le monde. On voit que le pouvoir de Poutine est un peu sous pression, et qu'il est sous pression, Vladimir Poutine, d'où sa stratégie là cette semaine, mobilisation, menace ou avertissement nucléaire. Guillaume Bigot, on va commencer peut-être par vous. Comment vous analysez-vous cette stratégie, en 2 mots? D'abord, fuite en avant ou pas? C'est depuis le départ, parce qu'il était question d'infliger une sorte de fessée, si j'ose dire, au pouvoir à Kiev, un peu comme ça avait été le cas pendant la guerre froide. Et en fait, le pouvoir de Kiev devait s'effondrer. Ça n'a pas été le cas. Les informations ont été mauvaises. Tout a l'air assez très mal préparé et très fragile. En fait, cette armée russe, elle ressemble quand même beaucoup à l'armée rouge. Il y a vraiment, je pense qu'il y a la corruption qui joue un rôle considérable, et puis il y a le régime de peur. Quand les gens ont peur, ils font un peu n'importe quoi, ils remontent pas les informations au chef, on n'ose pas le contredire, etc. Donc tout ça, on le voit. Ouais. Mais dans l'histoire russe sur le long terme, quand on regarde ça avec le long terme, il y a aussi la résilience et il y a aussi des retournements assez incroyables. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus vendre la peau de l'ours russe trop rapidement avant de l'avoir tué, et qu'en plus il a l'arme nucléaire, donc on ne pourra pas le tuer. Oui, Éric Nolot. Ça va de plus en plus mal pour Poutine en Ukraine. Le problème, c'est qu'une mauvaise nouvelle pour Poutine n'est pas forcément une bonne nouvelle pour le monde, parce que plus il s'enferre, ça doit être une opération militaire spéciale selon la terminologie du Kremlin qui durait quelques jours, ça devient une guerre qui traîne en longueur, plus il s'enferre dans le jusqu'au-boutisme. Alors jusqu'au-boutisme, il prend 3 formes. On mobilise les réservistes, on organise des référendums bidons dans les républiques séparatistes, et on agite à nouveau la menace nucléaire. Donc là, on arrive quand même à un stade très dangereux, parce qu'après, il n'y a plus que le passage à l'acte. Parce que qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Il peut décréter la mobilisation générale, ça c'est encore le stade, ou alors utiliser vraiment de manière... évidemment, c'est pas une attaque nucléaire contre toute l'Ukraine, mais faire des frappes ciblées. Donc on se dit que c'est un homme qui est acculé et qui n'aura bientôt plus comme option que le pire. Mais face à cela, on a l'impression que l'Occident se réjouit un peu de cette situation, plutôt que de tendre la main. Alors je ne sais pas s'il y a la possibilité de tendre la main pour négocier à Poutine. Guillaume Bigot. C'est-à-dire que le piège qui est tendu par Vladimir Poutine, il perd la main, il perd pied même sur le plan militaire, mais il reprend la main sur le plan politique. Parce qu'en réalité, cette combinaison de je vais organiser des référendums, je décrète la mobilisation et je brandis à nouveau la menace nucléaire, c'est très cohérent. C'est-à-dire ça le fait passer du statut d'agresseur de l'Ukraine à agressé. Parce qu'une fois que les référendums sont entérinés, enfin du point de vue russe, bien sûr, pas du point de vue international, mais du point de vue russe, c'est déjà important vis-à-vis de son opinion publique, ça veut dire que c'est le territoire russe. Et je vous signale que la doctrine d'emploi des forces nucléaires russes, qui est publiée et qui est consultable, l'une des raisons qui justifie l'emploi de l'arme nucléaire en Russie, c'est le fait que le territoire de la patrie, le territoire russe, et là, pour le coup, si les référendums dans les 4 préfectures sont gagnés, et ils seront gagnés, s'ils sont organisés, alors ça deviendra la patrie russe, et on rentre dans le cadre de la doctrine nucléaire russe, c'est-à-dire que les armes conventionnelles qui rentrent vous n'êtes pas forcément d'accord avec ce que dit à l'instant Non, parce que je crois ça rend le bluff crédible. Je crois que ça craque sur beaucoup de plans pour Poutine, pas seulement sur le plan militaire. Les plus fidèles alliés de Poutine commencent à prendre leur distance. Même les Chinois commencent à dire cette histoire d'un nouveau la menace nucléaire et d'organiser des référendums bidons, ça ne passe pas. Sur le plan intérieur, on sent bien que le soutien à la guerre est en train de s'effriter. Les gens fuient le pays. Vous avez vu pas tous. Non, mais ils fuient le pays. Vous avez vu que c'est quand même pas un hasard si ils ont pris des sanctions plus sévères envers les déserteurs. Ça veut dire que le phénomène de désertion prend de l'ampleur. Les gens sont prêts à se mutiler pour ne pas y aller, ou se mutiler pour être ramenés du front vers leur. Donc il perd le contrôle, quoi. Petit à petit. Oui, mais c'est pas une bonne nouvelle, comme je le disais, parce que plus il perd le contrôle, plus il va être tenté de faire un truc désespéré. Et le truc le plus désespéré, c'est l'arme nucléaire. Alors, il perd le contrôle ou pas? Ou il reprend, comme vous dites, vous, Guillaume Bigot? Moi, je pense qu'il perd le contrôle. Il essaye de reprendre le contrôle, ça ne veut pas dire qu'il va y arriver. Là où je suis d'accord avec Nolot, c'est que c'est pas du tout c'est pas une bonne nouvelle pour nous, effectivement. Et là, je pense qu'il y a 2 choses qui sont terrifiantes qu'on entend en Russie. La première, c'est qu'on dit que Vladimir Poutine est littéralement tétanisé par les images qui s'est passées en boucle de Kadhafi lynché par la foule.
Et ça, pour le coup, il n'ira pas jusque-là, c'est sûr, et donc il va être acculé. Je suis d'accord que les Russes, et seuls les Russes, peuvent résoudre la situation de l'intérieur, en le débranchant. C'est aux Russes de le faire, c'est pas à nous de le faire. Et nos rotomontades et le fait qu'on hausse les épaules quand il brandit l'arme nucléaire, à mon avis, c'est extrêmement dangereux, parce que lui fait probablement un pari. C'est pas le pari de Pascal, c'est le pari de Corneille. Corneille disait qu'il veut vaincre ou mourir et vaincu rarement. Je pense que Poutine peut tout à fait faire le calcul que nous sommes décadents, que comme le disait le président Macron, nous n'avons rien d'eau, nous n'avons rien au-dessus de la vie. Nous ne croyons à rien au-dessus de la vie. Et à partir de là, s'il tire une arme nucléaire tactique, il peut faire le pari tout à fait terrifiant que derrière les Occidentaux ne renchériront pas, et que là, autant Poutine n'est pas Hitler, autant, comme je disais tout à l'heure, on peut avoir une sorte de petit Munich nucléaire, parce que s'il tire un coup de revolver nucléaire dans la salle de concert des nations, qu'est-ce qui va se passer? Plus rien. Les gens ne renchériront pas et il aura tout. C'est un calcul que Poutine a déjà fait et qui s'est avéré perdant. Quand ils ont envahi l'Ukraine, Poutine a expliqué, vous savez, l'Ukraine fait partie maintenant de cet Occident décadent. Nous allons être accueillis avec des fleurs. Les soldats russes avaient emporté des uniformes de parade parce qu'ils pensaient vraiment que la population ukrainienne allait les accueillir comme des libérateurs, Poutine les présentait comme un pays géré par des nazis. Donc ça n'a pas marché. Ensuite, je crois d'avoir cité cette référence ici, Tolstoï dans Guerre et paix. C'est le camp vainqueur, c'est celui qui pense avoir le droit avec lui. La plupart des Ukrainiens sont prêts à mourir pour l'Ukraine. La plupart des Russes ne sont pas prêts à mourir pour l'Ukraine. C'est quelque chose d'autre. Ils commencent à voir le côté complètement insensé de cette guerre. Pourquoi j'irais me faire trouer la peau pour prendre le contrôle de l'Ukraine, alors que les Ukrainiens défendent leur territoire et défendent même leur avenir. Sauf peut-être dans la partie où il y a le référendum aujourd'hui. Alors je sais pas s'il est bidon ou pas. Oui, bien sûr. Oui, ça, là c'est différent, quoi. Bien sûr. Enfin, c'est un référendum sous occupation militaire. Excusez-moi, c'est une contradiction dans les termes. Il n'y a aucune valeur ce référendum. Non, mais il est certain que la question de la légitimité de Vladimir Poutine à l'intérieur de la Russie et de la légitimité de cette guerre qui a été lancée pour les Russes est une question centrale. Et que si les Russes, vous savez, la légitimité, c'est un peu comme l'équitation, la politique. Si du jour au lendemain, la population ne veut plus du dirigeant, il tombe. Et il peut tomber très vite. Ça, c'est vrai. Mais en réalité, attention à la propagande. Il y a une espèce de rideau de fumée. On nous parle des morts ukrainiens, des morts russes dans cette guerre. On ne connaît pas le nombre de morts ukrainiens. La détermination des Ukrainiens est totale, on est bien d'accord. On nous dit de toutes sortes de choses. On nous dit que quand Poutine serait cancéré au dernier degré, vraiment ça n'a pas l'air d'être le cas. Combien de gens sont partis par rapport à quelle proportion des Russes par rapport dans cette mobilisation qu'il a décrétée qui n'est pas totale? On n'en sait absolument rien. Donc en fait, il y a des tas de choses. On a trop pris parti dans cette guerre, je pense, pour y voir clair. On ne parle pas, par exemple, des mesures d'épuration ethnique qui visent des territoires qui ont été qui seraient demain libérés par l'Ukraine. Parce que là, les Ukrainiens ont dit, les Russes sur place, c'est valise ou le cercueil. Il y a un agresseur et un agressé, parce que là, on tombe dans la rhétorique. Vous savez, une femme violée, c'est qu'elle portait une robe trop courte, et un pays qui est envahi, c'est parce qu'ils sont trop le malin. Moi, je commence à en avoir marre avec ces réserves. Il y a un agresseur, un agressé. On aurait dû être beaucoup plus ferme du temps de la Crimée, puisque ça a été le début de tout. Poutine, il a vu que ça faisait pas de vague, la Crimée. On lui a laissé la Coupe du Monde, d'ailleurs, après, tranquillement. Donc il a dit, je vais pas m'arrêter en si bon chemin, et dès que l'occasion s'en est présentée, il a essayé de faire main basse sur l'Ukraine. Oui, mais lui, il s'estimait dans son bon droit, Guillaume Bigot, c'est ce que vous dites, ou... C'est-à-dire qu'on nous explique que... Moi, je suis complètement d'accord, il y a un agresseur et un agressé. C'est pas parce qu'il y a un agresseur et un agressé, c'est pas parce qu'un État souverain, membre du Conseil de sécurité, en agresse un autre en utilisant des prétextes bidons, et même si c'est soldatesque, torture et bombarde des civils, que ça doit le traîner dans le tribunal pénal international, ou alors je pense qu'il faut envoyer un petit papier à George Bush aussi pour le traîner devant la Haye. Donc là, en l'occurrence, oui, l'impérialisme russe, bien sûr que Poutine n'est pas du tout innocent dans cette affaire, c'est certain. Est-ce que les États-Unis sont innocents dans cette affaire? Est-ce qu'ils n'ont pas excité les Ukrainiens pour ne pas appliquer les accords de Minsk? Bien sûr que oui. Est-ce qu'ils n'ont pas excité jusqu'au bout le chiffon rouge de l'OTAN? Bien évidemment qu'ils l'ont fait. Est-ce qu'ils n'ont pas... Posez-vous une question. Pourquoi tous les pays proches de la Russie se précipitent dans les bras de l'Union européenne et de l'OTAN? Posez-vous la question. Pourquoi? Pourquoi les Baltes sont complètement paranoïaques par rapport à ça? Paranoïaques, non, ils ont raison, et parfois les paranoïaques ont raison. Pourquoi les pays baltes? Pourquoi la Pologne? Pourquoi ma chère Bulgarie ne demandait qu'à entrer dans parce qu'ils se méfient
méfie de la Russie. Les Ukrainiens nous disaient depuis 20 ans, un jour, en 30 secondes, parce qu'on va déborder. Un jour, les Ukrainiens me disaient depuis 20 ans, un jour Poutine va attaquer notre pays. Donc ils voulaient entrer dans l'OTAN. En 30 secondes. Et s'ils avaient été dans l'OTAN, ils n'auraient pas été attaqués. Être l'avocat de Poutine, ce que je ne suis pas, je n'ai aucune sympathie pour Poutine. Simplement, si vous admettez, et je l'admets parfaitement, que les Polonais et les Baltes aient peur des Russes, admettez aussi que les Russes, admettez aussi avec quelques raisons que les Russes puissent se méfier des Américains et puis se méfier de l'Occident. 27 millions de morts plus tard, oui, les Russes ont eux aussi des traumatismes historiques. Merci Guillaume Bigot, Éric Nolot pour ce débat. Dans un instant, mettez-vous d'accord chez Valérie Expert. Ça continue, bien sûr, les débats. Ciao, ciao.